optimiser la détention de l'immobilier d'entreprise. Le schéma le plus classique, c'est que l'immeuble est détenu par la société civile qui loue l'immeuble à la société opérationnelle. Et on a vu qu'on pouvait avoir éventuellement un inconvénient en termes de l'IFI si je transmets les parts de la société civile à mes enfants qui deviennent majeurs, donc détachés du foyer fiscal pour l'imposition à l'IFI, s'ils n'exercent aucune activité dans la société opérationnelle. Ça ne constitue pas un bien pour eux professionnel. Et du coup, l'immeuble devient taxable à l'IFI. Ouais, mais quand on fait le calcul, quand je compare ça et je compare les économies réalisées sur les droits de mutation à titre gratuit, parce que j'ai plutôt eu la préférence d'accueillir, ma pratique c'est systématique, de mettre les enfants majoritaires au capital de la société civile. Je suis en train là encore, et ce week-end, de faire des sociétés civiles où il y a des enfants mineurs. Voilà. Bon. C'est la meilleure forme de transmission, ça c'est sûr. Et pareil pour la société opérationnelle. Mais voilà, les fausses croyances, les enfants sont trop petits, ils sont mineurs. Bon. Donc, mode de détention de l'immobilier, exemple d'optimisation juridique. Un mode de détention de l'immobilier, un classique, je détiens l'immeuble en direct, c'est une catastrophe ça, mais c'est une catastrophe pour plusieurs raisons. Notamment, pourquoi? Parce qu'on a à un moment donné le risque de l'indivision successorale. Rien que ça. Alors, évidemment, si on n'a pas connu les méfaits d'une indivision, on ne sait pas de quoi on parle. Mais celui ou celle qui a connu les méfaits d'une indivision, ils veulent éviter ça à tout prix. À tout prix, bon, mes honoraires, on l'a vu, ils sont relativement raisonnables, plus que les vôtres, mais moins raisonnables que les vôtres, mais bon. Mais l'idée, c'est que je vais écarter les inconvénients de l'indivision en créant une société civile. Souvenez-vous, pour les personnes qui font du droit des sociétés, je vous invite systématiquement dans tous les statuts, quelle que soit la forme juridique, à nommer le mandataire des titres indivis. Parce que c'est une situation spéciale. Voilà. On échappe aux règles du droit commun de l'indivision lorsque l'indivision porte sur les titres d'une société, quelle qu'elle soit. L'indivision, il faut l'unanimité pour les actes de disposition, voire la règle des 2 tiers pour les actes d'administration. 2 tiers, quand on est 2, c'est vite calculé. Mais quand l'indivision porte sur les titres d'une société, quelle est la règle? C'est la règle la suivante. Seul le mandataire vote. Donc, dans le cas, vous voyez, je fais nommer le mandataire des titres indivis dans les statuts, quand bien même les titres ne sont pas encore en indivision, parce qu'un jour ils vont l'être, en cas de succession notamment, en cas de divorce, peu importe. Donc, je me nomme mandataire, ou je dis que c'est le gérant ou le président, qui sera le mandataire des titres indivis. Et on a 2 jurisprudences qui valident le fait que le mandataire de l'indivision puisse être nommé dans les statuts et que ce n'est pas forcément un indivisaire. Et je motive l'opération en disant que l'indivisaire est le président parce qu'il est le plus apte à défendre les intérêts de l'ensemble de l'indivision. Voilà. Donc j'ai repris les termes de la jurisprudence. Donc, société civile, à l'IR ou à l'IS. Troisième schéma, c'est la société civile qui est holding, qui détient l'immobilier et qui est loué à la société opérationnelle. On a vu aussi les conséquences de l'IFI. Dans la deuxième situation, si c'est la société opérationnelle qui détient l'immobilier directement, on a l'exonération IFI, ici sans limitation. Dans le troisième schéma, non. Il faut que ça constitue un bien professionnel. Mais simplement le schéma 2, sauf exception, ne jamais dire jamais, mais ne jamais inscrire l'immeuble professionnel à l'actif de la société opérationnelle. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'on retarde la fiscalité, certes, donc au moment de la sortie, et il va y avoir une sortie si jamais je vends les titres de la société opérationnelle.
Parce qu'il y a de fortes chances que l'acquéreur dise non, 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 attendez, moi je veux bien votre entreprise, mais vous me virez l'immobilier. Hein. Moi je l'ai mon immobilier, donc vous me le virez. Et donc on a vu les conséquences fiscales qu'on est à l'IS. Hein. La société vend l'immeuble IS sur la valeur vénale, puisqu'on va tenir compte des amortissements pratiqués, et ensuite il faut sortir avec un dividende. Ah, bon, donc c'est lourd. Hein. Ouais. Mais sauf exception. Voici les exceptions. Lorsque l'immeuble est partie intégrante de l'exploitation, donc par exemple un élevage de poissons, on a les bassins qui sont indissociables de l'exploitation, ok, donc on peut penser à inscrire l'immeuble à l'actif de l'entreprise. Les immeubles professionnels sont peu porteurs de plus-value en général, donc s'il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value. Et la troisième exception, pourquoi apporter l'immeuble à la société d'exploitation? Le pacte du Dutreil. On a vu le pacte du Dutreil, mais on n'a pas vu l'immobilier. Il y a une situation spéciale pour l'immobilier d'entreprise. Pour bénéficier de l'abattement de 75% du Dutreil, il faut impérativement que l'immeuble soit inscrit à l'actif de l'entreprise, soit directement, comme ici, soit indirectement, comme on va voir. Donc j'ai un hôtel, le fonds de commerce vaut 200 000, l'immeuble vaut 2 millions, il vaut mieux que je puisse bénéficier de l'abattement de 75% sur l'immeuble. Certes, je paierai à la sortie, mais je n'ai pas d'autre solution parce que si jamais j'hérite de l'immeuble, de l'hôtel, sans dispositif particulier, je ne pourrais pas payer les droits de mutation à titre gratuit, qui, je le rappelle, sans pacte du Dutreil, le taux marginal est de 45% en ligne directe descendante. Quatrième situation ici, celle-là c'est la plus fréquente, la société civile détient l'immeuble qui est loué à la société d'exploitation. Autre schéma qu'on a vu déjà, hein, ici avec l'application de 238 bis 4 du Code général des impôts, on a vu aussi qu'il n'était pas forcément judicieux que la société à l'IS détienne 100% des parts de la société à l'IR. Je peux le justifier économiquement, notamment, regardez, si l'immeuble ne devient plus professionnel parce que je change de siège social, ce schéma-là est très pénalisant et donc il vaut mieux en fait qu'une partie des associés personnes physiques détiennent également les titres de la société à l'IR. Et vous avez vu que, attention aussi à l'abus de droit, ce schéma-là pouvait permettre d'être à l'IS à une certaine période et ensuite à l'IR à la sortie. Et donc on a vu que pour le moment, ce schéma-là est très étudié par l'administration fiscale. Ici, schéma également courant, c'est la cession d'usufruit temporaire à la société d'exploitation. Alors je m'interroge, quel est l'intérêt pour la société d'exploitation d'acquérir l'usufruit d'une société civile? Pourquoi? Parce que l'usufruit de part sociale ne confère aucun droit sur l'immeuble. Il confère des droits sur le bénéfice éventuellement de la société civile, mais la justification économique, normalement, évidemment, si la société avait éventuellement, ou j'avais vendu l'usufruit de l'immeuble, là, oui, la société opérationnelle a un droit de contrôle sur les loyers, elle n'a plus de loyer à verser, alors qu'elle a toujours un loyer à verser lorsque la société opérationnelle acquiert l'usufruit de part sociale. Je m'interroge sur l'utilité de l'opération. Alors, je vois bien l'intérêt pour le chef d'entreprise, éventuellement, même si, avec l'article 13.5 du Code général des impôts, qui conduit à une imposition en tant que revenu foncier de la vente de l'usufruit temporaire, on peut limiter les dégâts. Je sais comment échapper à l'article 13.5 du Code général des impôts, mais je m'interroge, puisque c'est un schéma qu'on peut répliquer client après client, pour moi, ça sent le roussi. Voilà. Ne faites pas aux autres, à la société opérationnelle, ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse à vous-même. Puisque ici, je vends l'usufruit des parts de la société opérationnelle, mais comme la société civile a emprunté, il n'y a pas la trésorerie nécessaire pour verser le prix de la vente ou pour verser le bénéfice, donc on va inscrire le bénéfice en compte courant d'associé, et si tout se passe bien, je croise les doigts, si tout se passe bien, à l'issue des 15 ans, le plus souvent,
bien la société civile, quand elle aura fini de rembourser l'emprunt, pourra enfin verser ce qu'elle doit à la société opérationnelle. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse ça? Donnez-moi de l'argent, bon, on va faire des intérêts, et je vous le rendrai dans 15 ans, si j'existe encore. Vous le faites, ça? Non. Donc, pourquoi le faire une personne morale? Donc, c'est vous-même la personne morale. Non, je plaisante. 7e schéma, donc c'est le 5, mais on l'a vu, bien, le capital de la société alliée est détenu à la fois par la société alliée opérationnelle et par des personnes physiques. La part, hein, avec l'application fiscale, mais attention, hein, je parle de la fiscalité, donc de l'abus de droit. La part des bénéfices sociaux qui est laissée à la disposition de la société à l'IS suit les règles de l'IS. Ce n'est pas du capital, c'est des bénéfices sociaux. Imaginez que la société opérationnelle détienne 1% de la société civile alliée. Par le jeu d'une distribution inégalitaire, la société opérationnelle perçoit 100% du dividende, du résultat de la société alliée. Ben, on suit les règles de l'IS. Mais il faut l'expliquer, hein, il faut motiver. Ici, on complique, bah, c'est de plus en plus, oui, sophistiqué, éventuellement. Hein. Donc ici, je détiens une société holding à l'IS qui détient aussi, c'est pour éviter les frottements également fiscaux, je peux percevoir le jeu des dividendes dans tous les sens. Hein. Ou alors, tiens, ici, je peux avoir, ça j'aime bien hein, aussi, c'est que bon, j'ai une holding à l'IS qui permet de fluidifier la trésorerie entre patrimoine professionnel et patrimoine privé. Hein, donc, les dividendes ou les prêts peuvent directement, ici, la société opérationnelle peut octroyer directement un prêt à une société civile pour acquérir l'immeuble d'entreprise, par exemple. Si c'est pour acquérir un patrimoine privé, éventuellement, j'ai une cour administrative d'appel de Versailles qui dit « Oh, abus de biens sociaux, acte anormal de gestion ». Non, pas abus de biens sociaux. Elle considère que la société a prêté directement à son associé, même si le prêt a été accordé à la société civile. Et on a vu que cette décision jurisprudentielle était très critiquée, notamment par Francis Lefebvre, et vous avez la référence. Mais ça, c'est chouette. Et je vais proposer à mon client, et souvent partant pour cela, sauf le dernier, là, bon, lui, c'est pour ça que je demande quelle est votre philosophie. Je ne dis pas les conséquences fiscales, je les vois, les conséquences fiscales, mais je n'en parle pas à mon client. Pourquoi? Parce que je pars toujours de la réalité des volontés de mon client. Je n'essaye pas de vouloir tordre les objectifs du client pour avoir des gains fiscaux. C'est pour ça que je l'interroge par des questions ouvertes et il me dit non. Je dis, est-ce que pour vous, la création d'une société par enfant, ça vous parle? Est-ce que ça a du sens? Il dit, bon, pourquoi? Je dis, je ne sais pas, c'est comme ça. Non, tout le monde pareil, tout le monde sein de la même société. Donc, je ne vais pas lui suggérer de créer une société par enfant parce que fiscalement, c'est plus intéressant. Non. Il est parti comme ça, il m'a dit ça, et je ne vais pas essayer de l'amener vers des solutions d'optimisation fiscale. Hein. Je pars toujours de la volonté des intérêts exprimés par le client. S'il me dit, oui, une société par enfant, et voilà, donc, hop, et voilà, je crée une société par enfant ici, hein, et je mets, oh tiens, il vient de naître, et on a vu tout, enfin on n'a pas vu, mais tout l'intérêt de créer une société à la naissance de chaque enfant. Hein. Tiens, qu'est-ce qu'il me raconte encore? Tiens, l'arbre généalogique. Monsieur, il a peut-être des petits-enfants, vous avez tout intérêt à lui suggérer de créer une société par petits-enfants. C'est un beau cadeau. Et comme c'est un chef d'entreprise, il voit tout l'intérêt de créer une société pour prendre date, notamment pour le délai des 30 ans. 30 ans plus tard, si la fiscalité est toujours la même, on aura éventuellement l'exonération de la plus-value en cas de vente des parts. C'est top, hein, ça. Alors moi, j'ai pas de clients, je peux pas proposer ça à mes clients, hein, parce que j'ai pas de clients, parce que voilà, j'ai toujours des flux nouveaux. Hein. Je suis pas les clients. Mais pour vous, ouais, voilà. Et vous voyez bien qu'avec ça, vous doublez le nombre de vos clients et vous prolongez la vie de vos clients
Ben oui, parce que les petits-enfants, ben, ils seront vos clients, et les petits-enfants, les petits-enfants. C'est un outil commercial redoutable, hein, en plus. Mais et l'intérêt commun, le vôtre, et du client se rejoignent. Et du petit-enfant qui est déjà votre client. Des questions sur les différents schémas? Exemple d'optimisation juridique, le capital de la société civile à l'IR est détenu à 5% par une société à l'IS. Je dis 5%, mais c'est peut-être 1%. Hein. 95% des personnes physiques. Et voyons quelles sont les conséquences juridiques et fiscales. Et on voit tout de suite l'intérêt fiscal du schéma, puisque la part des bénéfices de la société à l'IR qui est laissée à la disposition de la holding à l'IS suit les règles de l'IS, amortissement, à l'IS, on paye l'IS, mais il n'y a plus de revenus fonciers à payer. Bon. Et pour la part des dividendes qui sont versés aux personnes physiques, bah, allez, les revenus fonciers. Schéma juridique, la société civile ici est à l'IR, et puis on a une holding à l'IS également qui va permettre d'investir, d'enrichir, d'acquérir un patrimoine, notamment dans les sociétés opérationnelles. Alors plus c'est des sociétés opérationnelles, plus ma motivation économique est forte, selon moi. Hein. Mais on a vu que le risque d'abus de droit ou de l'utilisation abusive du régime Murphy n'est pas forcément applicable pour développer un patrimoine privé. Et je vais justifier. Alors, il faut impérativement, si on fait ça, hein, justifier l'opération. Hein. Alors, la trésorerie, par exemple, ici, est dans une société en bas, opérationnelle. F va accorder un prêt à la société civile en tant que société sœur. Voilà, et on va éviter la remontée. On a vu dans les principes d'organisation qu'il vaut mieux éviter de faire remonter prématurément des liquidités dans la holding. Parce qu'une fois que c'est monté, ça ne peut plus redescendre, hormis sous forme de prêt. On a vu tout l'intérêt de conserver les liquidités dans la société opérationnelle, notamment pour pouvoir réinvestir, notamment pour qu'elle puisse acquérir des cibles, parce que si la holding est passive, on a vu les inconvénients de l'acquisition des cibles par la holding passive, notamment pour imputer des bénéfices et des pertes. Et la société F peut octroyer des prêts à ses sociétés sœurs. Alors, ici, c'est là où j'ai fait référence à une décision de jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Versailles, en disant non, en fait, la société à l'IS, c'est comme si elle avait accordé un prêt directement à son associé personne physique. Ouais, bon, c'est indéfendable, enfin, c'est inexplicable, et on a vu que ça pouvait être combattu. Imposition des associés de la société soumise à l'IR selon la répartition des bénéfices sociaux. Article 8 du Code général des impôts. La part des bénéfices et des pertes est à proportion, non pas du capital, mais de la répartition des bénéfices. Donc, avec une clause de répartition inégalitaire, et on a vu comment la rédiger, pour éviter d'enregistrer la convention avant la clôture de l'exercice, et taxation des résultats de la société civile à l'IR dont les résultats sont laissés à la disposition de la société à l'IS, eh bien, on a l'application du 238 bis K du Code général des impôts. Taxation de l'associé selon le régime fiscal à proportion des bénéfices sociaux et non pas du capital. Et voici, voici l'instruction fiscale lorsque un acte ou une convention antérieure à la clôture de l'exercice, il faut que la convention soit enregistrée et déposée auprès de l'administration fiscale.
Et taxation du résultat laissé à la disposition de la société à l'IS, application de l'article 238 bis K du Code général des impôts. Mais vous voyez bien qu'on est dans le fiscal ici, hein, et qui dit fiscal dit risque d'abus de droit fiscal. Hein, l'application littérale des textes, dont l'application n'a pas forcément été voulue par leurs auteurs. Donc, imposition des associés, les résultats qui reviennent à la personne physique, eh bien, suivent les règles de la semi-transparence fiscale, que les sommes soient capitalisées ou distribuées. Si ce sont des revenus fonciers, si un immeuble, c'est les revenus fonciers. Sinon, imposition des plus-values immobilières ou mobilières des particuliers. Mais aussi, on est dans une société civile immobilière. Les résultats revenant à l'associé personne morale à l'IS, 238 bis K, on suit les règles de l'IS. Un peu comme une cession d'usufruit temporaire de l'usufruit. Voilà. Et si on compare ça à une cession d'usufruit temporaire, tiens, il faudrait que je le rajoute au cours, ça. Si on compare ça à une cession d'usufruit temporaire, il faut que je vous communique les arguments. Voilà. Alors, je préfère ne pas anticiper les arguments, parce que si j'anticipe les arguments en disant que c'est une solution préférable au démembrement, à la cession d'usufruit temporaire, déjà, si je justifie ça, je suis bien dans le but principalement fiscal. Hein. Donc, je le garde en cartouche, éventuellement, voilà, un argument supplémentaire. Hein. Évitez toujours, dans cette situation-là, que la société civile allière détienne des biens de jouissance. Si la société allière détient des biens de jouissance et vous faites une répartition inégalitaire en faveur de la personne morale à l'IS, on a vu que double punition. Punition, ça veut dire que l'administration fiscale va inventer un loyer en tant que recette imposable à l'impôt société. Et deuxième punition, l'associé personne physique qui doit le déclarer en tant qu'avantage en nature dans sa déclaration d'impôt sur le revenu. Donc pas de bien de jouissance ici dans une société à l'IS ou alors dans une société civile allière soumise de plein droit à une société à l'IS. Voici les deux punitions. Et motivation économique, voilà, la présence d'une société à l'IS réduit le taux d'effort. Donc la législation a changé récemment, hein, puisque tout le monde crée des holdings pour notamment réduire le montant des apports en fonds propres dans le financement de l'acquisition immobilière. Et donc, je ne sais plus, le règlement a changé ici. Mais en tout cas, la banque va être enclin à accorder plus facilement le crédit. Pourquoi? Parce qu'elle va prendre la caution de la société à l'IS. Qui dit caution de la société à l'IS, vous voyez bien qu'elle prend un risque. Ce risque, comme tout risque, doit être rémunéré. Et qui doit rémunérer? C'est la société bénéficiaire, ici, du prêt accordé par la banque. Et donc, on justifie encore le résultat inégalitaire versé à la société à l'IS. Mais pour moi, la motivation ici est encore insuffisante. La loi, la jurisprudence, la doctrine fiscale valide, on l'a vu précédemment, le fait qu'on puisse procéder à des distributions inégalitaires. Ça m'arrive de le rappeler fréquemment dans mes statuts. Hein. Voilà. Et la doctrine fiscale aussi. Alors vous voyez que l'administration fiscale attaque attaquait les distributions inégalitaires, mais je lui renvoie sa doctrine fiscale. Alors, j'optimise la fiscalité. Pendant 30 ans, le résultat est laissé à la disposition de la société à l'IS. Pas de revenus fonciers à payer. On a le taux de l'IS qui va s'appliquer. On va appliquer les amortissements également. Et 30 ans plus tard, l'immeuble est vendu. Et
ça revient, éventuellement, la plus-value, le résultat, mais on sait qu'on peut appréhender plus que le résultat d'une société civile. Hein. Bon, il n'y a pas de notion d'abus de biens sociaux, pardon. Et donc, voilà. Et comme le résultat est versé aux personnes physiques, eh bien, on a la plus-value immobilière des particuliers qui, en principe, s'applique. Vous voyez bien que dit comme ça, on est en plein dans l'abus de droit. Hein. Mais, si les motivations économiques l'emportent, ben, ça se discute. Donc, c'est en train d'être discuté. Enfin, voilà. Abus de droit fiscal, voilà. Ben oui, bon. Mais, vous voyez bien que on peut reprocher, on me reproche de ne pas avoir opté pour l'IS, pour la société civile en bas. Ça me semble un peu léger. Hein. Est-ce que ne pas opter pour l'IS est-il constitutif de l'abus de droit? Alors, je suis très attentif à tous les textes qui sortent. D'ailleurs, vous avez sur Internet toutes les décisions du comité d'abus de droit fiscal qui ont été mises depuis... alors, je sais celles qui sont antérieures, mais je crois qu'elles datent depuis 2011 ou un truc comme ça, hein, sur le site BOFIP. Voilà. Et donc, je les connais toutes, on va dire ça comme ça. Hein. Et donc, tiens, le fait on a des décisions qui concernent directement l'utilisation abusive du 138 bis K. Hein. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas eu d'abus de droit fiscal. Parce qu'il y a eu des motivations économiques. Alors, avant, c'était décision pour but exclusivement fiscal, donc le but n'était pas exclusivement fiscal. Donc maintenant, il faut être attentif, il faut encore appuyer sur les motivations économiques pour montrer qu'elles l'emportent largement sur les considérations fiscales, et on a toujours un élément subjectif. Mais ici, le fait de ne pas opter par l'IS ne peut pas être constitutif de l'abus de droit. Voilà. Et attention à donner vie à la société civile, hein, parce que sinon, elle pourrait être considérée comme fictive, et à ce moment-là, bah, abus de droit fiscal. Donc, et notamment le rapport annuel de gestion. Et ici, comptabilité obligatoire, parce qu'on n'a rien associé à l'IS. Ben voici, tiens, voici quelques décisions fiscales. Abus de droit ici, car la société est fictive, dépourvue de toute substance économique. Elle est créée à des seules fins de bénéficier des dispositions de l'article 238 bis K. On a vu que pas chez moi. Hein. Bon. Pas d'abus de droit, la société civile n'est pas dépourvue de toute substance économique qui répond à des préoccupations familiales et patrimoniales. C'était avant la modification de la définition de l'abus de droit. On était dans le but exclusivement fiscal. Mais on va prendre des précautions. Hein. Ici, la décision, donc société civile allière, l'usufruit est détenu par une société alliesse, une cession d'usufruit temporaire, la nue propriété est détenue par une personne physique, hein, donc ici le schéma bien courant. Maintenant, bien abus de droit parce que la société est dépourvue de toute substance économique et créée uniquement à des fins fiscales. L'assujettissement des revenus fonciers à l'IS n'est pas en lui-même constitutif d'un abus de droit, même si ce régime d'imposition résultant d'une option est plus favorable aux contribuables. Ici, il ne s'agit pas d'une option, il s'agit, j'ai même pas opté, hein, c'est de fait que, bah oui, voilà. Mais la société là était dépourvue de toute substance économique. Apport de l'usufruit temporaire des parts d'une société allière à une société civile à l'IS, également. Pas d'abus de droit. Ah, tiens, regardez. Oh, j'adore celle-là, comme explication. Alors, vous voyez que je ne fais pas même schéma en fonction des décisions du comité d'abus de droit fiscal, mais disons que j'ai une idée de la ligne blanche ou jaune à ne pas franchir. On va dire ça comme ça. Hein. Mais ici, il y avait une justification économique, notamment, tiens, le fait de créer une société par enfant. Tiens donc. Hop. Leur donner l'autonomie, les ressources financières, en toute autonomie, pour qu'ils puissent développer chacun leur patrimoine.
Donc, le coût, quand je pose la question, est-ce qu'une société par enfant, ça vous parle, et qui me dit non, je ne vais pas leur dire, ah bah si, parce que regardez, là, la définition du comité, sur la décision du comité des droits fiscaux, vous voyez que c'est comme... Non, voilà. C'est sincère ou ça ne l'est pas. Plus c'est sincère, plus les motivations sont sincères, plus on s'éloigne de l'abus de droit. Donc, le schéma pris isolément, ici, hein, ouais, c'est sûr, va entraîner le but principalement fiscal, avec le risque de pénalité pour l'abus de droit. Il faut impérativement que les motivations économiques l'emportent sur les considérations fiscales. Et l'arrêt du Conseil d'État qui m'importe ici, il faut que je le rajoute d'ailleurs, c'est que l'administration fiscale, pour qualifier des opérations d'abus de droit, doit considérer toujours la vue d'ensemble. La vue d'ensemble, ça m'arrange, parce que j'aime bien avoir les vues d'ensemble. J'ai une vue d'ensemble, notamment, qui mes solutions, on a vu que je ne vais pas faire tel schéma parce que ça va entraîner, ça risque de ne pas assurer la pérennité de l'entreprise familiale, exemple, hein, le LBO. Tiens, je ne recours pas, vous avez vu les liens, je ne recours pas au LBO parce que ça risque de faire plier l'entreprise ici, donc il vaut mieux pas faire ça. Donc j'ai une holding enfants repreneurs, j'ai des sociétés civiles pour les enfants non repreneurs, je veux équilibrer les patrimoines, je transmets l'entreprise de patrimoine professionnel de l'entreprise à l'enfant repreneur, je constitue un patrimoine privé pour les enfants non repreneurs, bon, ben, je crée une société civile allière, telle qu'on l'a vu, sous condition, je leur donne sous condition d'apporter une société allière qui est détenue par la holding pour faire le lien familial, c'est ma philosophie communautaire, c'est mon schéma d'ensemble, hein. Une philosophie communautaire, et je privilégie la philosophie individualiste en créant une société par enfant, parce que je veux donner la chance à chaque enfant, parce que les réunir tous au sein d'une holding qui détiendrait 100% de la société opérationnelle ne participe pas à la pérennité de l'entreprise familiale. Voilà, ma vue d'ensemble. Donc, alors, elle fait enregistrer. Soit je le fais enregistrer, soit je mets tout ça dans les statuts en préambule. Quelquefois, j'ai 3 pages de préambule. Voilà. Et alors ? Ou alors, et je peux également proposer de faire enregistrer les statuts. Alors je sais comment ça se passe, hein, l'administration fiscale dit non, non, mais il n'y a plus l'obligation maintenant d'enregistrer les statuts de la société. Mais je veux le tampon. Je veux le tampon. Si je n'ai pas le tampon, bah, je vais éventuellement l'enregistrement au greffe. Voilà. Les motivations économiques doivent toujours l'emporter sur les considérations fiscales. Tout le temps. Voilà. Plus j'appuierai sur les motivations économiques, et on me demande souvent, mais M. Royal, qu'est-ce que vous dites dans ce schéma-là? On est déjà, rien que la question pour moi relève de l'abus de droit, hein. Donc l'écoute active. Je prends mon temps, j'écoute. Je pose des questions ouvertes et j'écoute. Et lundi, hein, l'arbre généalogique. Hein. Vous allez voir. Voilà. Vous allez démultiplier l'affaire. Alors, je sais que dans la pratique, même M. Royal, quand même, moi, j'ai jamais posé la question au client sur sa famille et les enfants. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais qu'est-ce que le client va penser de moi? Ben, je réponds que du bien. Que du bien. Vous vous intéressez à la personne, c'est que du bien. Je ne m'intéresse plus du tout à la fiscalité. Bon, je donne des cours sur la fiscalité, mais c'est l'accessoire, on va dire ça comme ça. Voilà. Et donc, j'appuie comme un mammouth sur les motivations et les considérations fiscales, bien voilà, elles sont petites, toutes petites. Et je mets toujours en avant la pérennité de l'entreprise familiale. Et j'explique. J'explique que si j'avais mis tous les enfants, voilà. Encore faut-il connaître. Et alors, plus la situation est compliquée, avec des familles recomposées, alors là, je rigole, hein, parce que les motivations économiques, elles partent de la personne. Et j'explique qu'il n'y a rien de pire. Le pire dans une entreprise, c'est bien sûr qu'elle dépose le bilan pour des motivations économiques, mais c'est surtout aussi pour des problèmes humains.
Voilà. Et je donne des cours sur la psychologie. Hein, je plaisante. Mais il m'arrive même, alors je travaille sur des outils hein, qui sont des outils psychologiques qui sont connus, hein, tels que le MBTI, l'analyse transactionnelle, tout ça. Et je perçois rapidement quelles sont les attentes, les personnalités, les attentes des uns et des autres. Et je constitue un patrimoine au regard de ça. Et j'explique. Et j'écris. J'écris, tiens, telle personne a telle personnalité. Et donc, attention, enfin, voilà, enfin, après, il fait ce qu'il veut, hein, le client. Mais bon, après, il y a des personnes qui n'ont pas du tout le profil pour reprendre l'entreprise. Je vais vous citer, si ça vous intéresse, hein, des situations qui sont vraiment... voilà, bon, enfin. Donc, approche centrée sur les objectifs économiques et humains. Humain, et personne ne fait... C'est pour ça que je dis que je n'ai pas de concurrent. Parce que personne ne parle de l'humain. Donc, et je vais écrire les conséquences fiscales. Quelquefois, je les oublie. Je dis jamais à mon client, j'écris jamais, hein, quelles sont alors, les conséquences fiscales. Je dis, voilà, quelles sont les conséquences fiscales. Mais je chiffre jamais les gains fiscaux. Hein. Parce que si je chiffre les gains fiscaux, non, chez moi, la fiscalité n'est que la résultante des constructions juridiques au regard de la pérennité de l'entreprise familiale. Si j'adopte une approche fiscale, ben, réduire la fiscalité, je vais faire un montage sans justification économique et je vais tenter de motiver l'opération a posteriori. Je suis mal. Alors, avance de la mère à la fille, quels sont les risques fiscaux? Taxation en dividende ou acte anormal de gestion. Donc voilà la cour d'appel de Versailles, la cour administrative d'appel de Versailles que j'ai citée tout à l'heure. On a vu qu'il y avait une critique de Francis Lefebvre. Hein, et l'acte anormal de gestion en l'absence de rémunération. Alors, s'agissant de société civile, en principe, toute société est constituée en vue de profiter, de partager les économies, de profiter des économies qui pourraient en résulter, certes. Donc on peut concevoir que même si à une société civile, je vais quand même mettre un taux d'intérêt parce que comme ça m'évitera d'en débattre avec l'administration fiscale. L'acte anormal de gestion pour absence de rémunération vise les sociétés de forme commerciale, mais je vais l'appliquer aux sociétés civiles. Taxation en dividende, voici donc la situation. D'ailleurs, regardez, hein, oh, tiens, maintenant on la connaît bien, celle-là, la cour administrative d'appel de Versailles. Le capital d'une société civile à l'IR est détenu à 40% par une personne physique et 60% par une société à l'IS. La société à l'IS fait une avance et non un prêt à la société à l'IR qui acquiert immeuble. Et vous allez voir la différence entre une avance et un prêt, fondamental. C'est pour ça que les avances au compte courant d'associé, j'aime pas. Je préfère formaliser par un prêt. Décision de jurisprudence de la Cour, l'associé a bénéficié de la part de la holding à l'IS d'un avantage constituant une distribution. Bon, j'ai un avis contraire, mais bon, voilà. Donc voici les critiques de Francis Lefebvre et l'avis contraire, Francis Lefebvre, le bulletin de la CNCC. Mais voilà, donc je me protège. Comment je me protège de ça, de la qualification en prêt imposable? Ben voilà, plutôt qu'une avance, je fais un prêt. Et on a vu qu'avec le formulaire déposé avant le déblocage des fonds, on a vu avec l'article 111 du Code général des impôts, l'avance faite à un associé par une société à l'IS est taxable en tant que revenu distribué, présomption de distribution qui peut être combattue par le formulaire fourni par l'administration fiscale, déposé auprès de l'administration avant le déblocage des fonds. Voici l'avis de la CNCC. Voilà, et pour éviter la taxation en dividende, qualifier l'opération en contrat de prêt. Ou une caution. Donc, contrat de prêt au lieu d'une avance en compte courant d'associé, parce que, article 111.
on combat la présomption de distribution. Avec, voici le formulaire disponible. Deuxième possibilité, la société civile emprunte auprès de la banque et la holding se porte caution. Il vaut mieux ça. Que ce soit, c'est préférable à la situation où c'est la société qui prête, ben voilà, la société donne sa garantie pour garantir l'emprunt bancaire. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ce qui justifie d'ailleurs que le risque soit rémunéré. La société se porte caution, et donc ça justifie qu'une part plus importante du résultat de la FI lui revienne. Et voici la Cour administrative d'appel encore de Bordeaux. L'avance doit être toujours rémunérée. Rémunération indispensable. Avec les conséquences de l'acte anormal de gestion. Conséquences fiscales, ça fait mal. Abus de biens sociaux? Non, bon, sauf bien sûr si c'est directement une société de forme commerciale qui accorde un crédit à ses associés personnes physiques. Hein. Donc, holding, société civile, on a vu, alors la société civile, il peut y avoir qualification en acte normal de gestion, mais le risque est moindre pour une société civile que pour une société commerciale. Il faut que je tempère ça, parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Revoir. Alors, je modifie hein, les supports et je le remettrai à votre disposition. Hein. Holding, société commerciale, ça peut faire mal.